Je m'appelle Louis Souvestre, j'ai 23 ans, je suis né en 1999. Je travaille aujourd'hui dans le cinéma et dans l'audiovisuel de manière plus globale, principalement dans la vidéo, on va dire. J'ai fait un lycée spécialisé dans le cinéma, donc j'étais un petit peu en échec scolaire dans un lycée public en banlieue. Au collège c'était un petit peu compliqué, du coup mes parents ont eu la bonne idée de m'envoyer dans un lycée spécialisé. Et pendant 3 ans j'ai étudié le cinéma, donc l'écriture scénaristique et tout. Et ce qui m'a amené à faire des études de réalisation à Montreuil. Pendant 2 ans. Ensuite, j'ai fait un peu n'importe quoi. Je suis parti faire l'armée en réserve, voilà, en parallèle de mes études. Vous allez voir pourquoi je dis ça, parce que ça amène à quelque chose d'intéressant, c'est que il y avait un besoin un peu de voir du pays, d'aller dans des endroits assez exceptionnels, de participer à quelque chose de grand, dont l'armée, d'aller quelque part dans des zones de guerre, désertiques, vivre quelque chose de fort. Je me suis rendu compte que c'était pas vraiment pour moi. La mentalité là-bas, c'était quelque chose de très compliqué. Et je me suis retrouvé du coup à travailler dans l'audiovisuel de manière générale. C'est des métiers qui permettent de voyager, qui permettent de vivre. C'est très intense un tournage, donc c'est quelque chose que je recherchais directement. Et je me suis retrouvé du coup à faire un métier qui est en fait pas vraiment un métier, puisque c'est avant tout une passion. Ça fait un petit peu cucu de dire ça, mais c'est vrai. J'ai pas l'impression d'avoir bossé quasiment un jour de ma vie. Ce qui est une chance absolue, voilà, parce qu'en plus c'est un métier où on ne travaille pas du tout tous les jours. On peut travailler 4-5 jours par mois et hop, son mois est fait. Donc, mais c'est un métier qui est très injuste. C'est un peu une hécatombe en termes de chances de réussir dans ce métier-là, en tout cas d'en vivre. Parce que faire un travail alimentaire en plus de sa vocation, c'est un peu le début de la fin. Et du coup, moi je suis content de pouvoir dire que j'ai pas eu recours à de métiers alimentaires. C'est allé très très vite, quand bien même j'ai commencé à travailler au début de la crise du Covid. Donc j'ai commencé à travailler mi-2019, je suis sorti d'école en 2019, puis il y a eu le Covid en mars 2020, ce qui a été un petit peu compliqué. Puis ensuite on a eu la guerre en Ukraine, ce qui a aussi compliqué les choses, le coût de la vie a augmenté, il y a eu plein de difficultés, des crises économiques et tout, mais ça a marché, de par le fait d'être bien entouré, donc notamment d'un collectif qui s'appelle Avalanche. C'est une boîte de production que j'ai co-créée avec un ami. Et je travaille du coup majoritairement dans le cinéma, donc sur des courts-métrages, des longs-métrages, de la série, voilà. Et depuis maintenant, on va dire peut-être 1 an, je travaille beaucoup plus dans le documentaire et le reportage, ce qui fait qu'il y a plusieurs projets qui se sont effectués. Donc je suis parti 1 mois au Kyrgyzstan, filmer un documentaire avec des nomades à cheval pendant 1 mois à cheval. C'était un peu délirant, donc ce qui est mi-reportage, mi-documentaire. Et mon envie on va dire de mourir et d'aller faire des trucs un peu chelous, c'est un peu décuplé depuis que je travaille avec un ancien reporter qui était alors en Ukraine. Et du coup on a décidé de se rendre une nouvelle fois. Donc lui, ça serait sa 2e fois en Ukraine, moi ma première fois. D'ici normalement le mois prochain, on va aller visiter Tchernobyl. Si je résume un petit peu tout ça, donc j'ai eu un parcours cinéma et je m'oriente de plus en plus là vers un monde qui est plus le monde du documentaire d'immersion, donc dans des endroits compliqués. L'Ukraine n'est pas le seul que j'ai en tête. On pense à partir filmer la guerre au Tigré, donc c'est une zone au sud de la Somalie. C'est très compliqué comme endroit, mais pas beaucoup de médiatisation. Et voilà, tout ce qui est zone de guerre et zone tendue, c'est quelque chose qui nous intéresse maintenant. Donc ce qui fait que mon profil se rapproche aussi un tout petit peu d'un profil de reporter, photographe. Je vais pas dire de guerre parce que pour l'instant j'en ai pas fait, donc ça serait un petit peu arrogant de dire ça, mais j'espère le devenir à terme, quoi.
La révélation est arrivée plus tard. Je pense qu'elle est arrivée au lycée lorsque j'ai découvert mon option cinéma. Je pense qu'il y a eu encore une fois pareil, il y a quelque chose d'un peu cliché, mais moi c'est un professeur qui m'a changé ma vie. Donc c'était un professeur de cinéma. Donc j'étais dans un lycée dans le 6e arrondissement. Et ce professeur-là, il a complètement... il a été très direct avec moi, il m'a beaucoup suivi, plus que d'autres élèves d'ailleurs, ce qui est un petit peu injuste pour les autres. Mais bref, ce professeur-là m'a fait comprendre que ce monde-là du cinéma me plairait, que j'étais fait pour ça, voilà. Mais en revanche, je me rends compte que depuis que je suis petit, je bouffe du cinéma comme pas possible, même de l'image de manière générale, que ce soit même dans le jeu vidéo, dans plein de choses, je m'extasie devant tout ce qui est de la beauté cinématographique. Et voilà, je crois que le premier film que j'ai regardé, c'est celui que j'ai vu le plus de fois, ça doit être Le Seigneur des Anneaux. Et à chaque fois, je me suis transporté, pas non seulement dans l'imaginaire du film, mais surtout dans sa conception, dans comment est-ce qu'on fait ce truc-là, comment est-ce qu'on produit un truc comme ça, quoi. Donc, je l'avais tout le temps, à mon avis. Puis de toute façon, faire un métier à 35 heures, 9h, 17h tous les jours, des vacances, voilà, c'était quelque chose qui me faisait très peur aussi. Parce que je trouve que la vie, elle était relativement prévisible de cette façon, de savoir que par an, on a peut-être 20-25 jours de congé, il faut les poser et tout. Moi, j'aimais bien le côté un peu de devoir flâner, donc ce qui a forcément ses contraintes, parce qu'on n'est pas sûr de faire rentrer de l'argent tous les mois. Donc, pour clarifier, moi, je suis en freelance, donc je travaille à mon compte, je fais des contrats courte durée, voilà. Ce qui fait que je ne travaille pas tous les jours. Mais ce qui est un côté très excitant, ce qui veut dire que nos vacances, nos vraies pauses, elles se font un peu à l'improviste. C'est-à-dire que je sais que pendant une semaine, je ne vais pas avoir besoin de travailler, ou en tout cas parce que je n'aurai pas de travail, et ben je vais en profiter pour faire ce que j'ai envie de faire. Peut-être, oui, voyager, ou alors faire du sport, me reprendre en main, écrire, faire plein de choses. Donc ça, c'est un truc, c'est une vie qui est... Dans ma famille, j'ai que des personnes qui sont dans ce modèle-là de CDI, de 35 heures, qui travaillent dans des bureaux et tout, ça m'angoisse énormément, et je pense que j'ai voulu me sortir directement de ce type de vie-là. Donc je pense que je l'avais dans le sang déjà, mais ça s'est révélé quand j'étais au lycée. Alors je pense que c'est ce fameux voyage au Kyrgyzstan, donc le Kyrgyzstan qui est un pays un petit peu ex-pays du bloc soviétique. Donc c'est un pays asiatique qui est juste au sud de la Mongolie. C'est un peu un pays moyen, enfin comment dire, c'est un peu un voyage dans le temps. Nous c'est ce qu'on a fait, c'est un documentaire sur le voyage dans le temps. Donc il y avait beaucoup de côtés négatifs dans cet endroit-là. C'est très très roots, c'est compliqué quoi là-bas. Il y a une présence masculine. On était surtout dans la comment dire, on était dans la pampa, on était dans la cambrousse. Donc on était deux, moi et le réalisateur, à dos de cheval. Avec un guide et un palefrenier. Et en fait, pendant un mois, on a été dans les steppes, partout, à la rencontre des nomades, et pour un documentaire, donc. C'est la première fois que je faisais un voyage aussi... Alors, je ne vais pas dire que c'était risqué, non pas parce que l'endroit l'était, mais parce que ça s'est un peu décidé sur un coup de tête. Ça a été organisé très très rapidement. Et moi, c'était mon premier voyage vraiment lointain et compliqué comme ça. Et c'était... Enfin, sur le papier, c'était stupide à faire. C'est un truc où on n'était pas du tout préparé pour ce genre de choses. Le concept du documentaire, c'est que c'est un peu la vie comme en 1900. Donc le réalisateur avec qui je suis, il n'a aucune technologie moderne. Donc moi, je dois gérer toute la partie caméra. Voilà. Donc c'était plutôt une co-réalisation. La raison pour laquelle ce projet-là, c'est le préféré, c'est que c'était non seulement le plus dur, physiquement, et encore des séquelles physiques. Donc ce voyage, c'était en septembre 2022. Donc c'était il y a 6-7 mois maintenant. 6 mois. J'aime bien juste le fait de partir sur un coup de tête, de partir en impro total, et de voir où ça va nous mener. C'est-à-dire que tout ce qui est imprévisible, en fait, ça m'excite un petit peu. C'est ce que je disais par rapport aux 35 heures et au fait de ne pas faire un métier standard, j'entends, sans dénigrer. Hein. Mais c'est le fait de ne pas savoir ce qui va se passer demain, en fait. Et ce projet-là, c'était tout le temps ça, quoi. Donc un mois à dormir dans des yourtes, à la belle étoile, ou dans des cabanes abandonnées, c'est assez indescriptible. Et il y a un sentiment de liberté qui est terrible, quoi. Ouais. Je me rends compte que ça, en fait, ça permet de voyager. Je ne suis pas un grand voyageur de base en termes de tourisme, mais de voyager, d'être payé pour le faire et d'en sortir du contenu artistique, alors que ce soit des photos. Donc pour la première fois, j'ai photographié. C'était quelque chose qui, moi je suis un passionné je n'ai pas envie de dire de vidéo, je sais pas quoi, mais je suis un passionné de cinématographie. Et de devoir, pour la première fois, prendre une photo, je me suis rendu compte à quel point c'était différent. C'était pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement au début. Et puis en fait, il y a eu... j'ai eu la chance, on a été publié très rapidement après ce voyage-là. Pour une première série, j'étais assez content. Le procédé de filmer, au final, il était le même tout du long. Il y avait des nouvelles choses à apprendre parce qu'il y a un côté très...
très curieux à arriver à voir des gens, des nomades qui n'ont jamais vu d'occidentaux de leur vie, ou du moins qui n'ont jamais vu la technologie de caméra, des choses comme ça. D'arriver, de leur pointer, de leur braquer une caméra sur le visage et tout, il y a quelque chose de très compliqué, donc il y a de l'appréhension. Donc c'était tout nouveau pour moi, donc ça fallait l'apprendre. Mais ce qui a vraiment été inspirant, c'est en fait il n'y a aucune sécurité, contrairement au tournage que j'ai pu faire à Paris sur des longs métrages, sur des séries ou quoi que ce soit. Tout est encadré, il y a une réponse à tout. Là, on est deux. On a eu comment dire, on a eu des moments très difficiles, hein, avec des nomades qui étaient hyper alcoolisés, qui ont essayé de nous voler notre matériel, pointer au couteau et tout. Ça a été très compliqué à des moments. Mais en même temps, il y a personne qui va venir nous chercher. Et les solutions, il faut qu'on les trouve nous-mêmes tout seuls. Et pour tout. C'est-à-dire qu'on a un souci, on a eu des soucis techniques, hein, on a eu du matériel qui s'est cassé, on a perdu un drone à 2000 balles en haut d'un glacier à 4000 mètres. On est les seuls responsables de nous-mêmes, personne ne va venir nous aider. Et ça dévoile une espèce de surpuissance. On se rend compte que non seulement on la ressent, parce qu'on se dit, quand on revient de cette aventure, on se dit putain, on a fait des trucs de malade. On a chevauché 700 km je sais pas, en moins d'un mois. Et je pense que il y a un truc, encore une fois c'est un peu cliché, mais c'est un espèce de voyage initiatique. C'est l'impression d'être parti un peu en espèce de pèlerinage où toutes les dérives du monde moderne, les réseaux sociaux, le fait d'envoyer des messages, de donner des nouvelles, ça a disparu et c'était juste moi. Et en faisant mon métier. Donc c'est là que je trouve ça intéressant, c'est qu'on peut faire du contenu artistique qui est relativement intéressant à deux personnes, et en même temps ça fait une espèce de thérapie personnelle. Donc moi je pense que c'est vraiment le côté humain thérapeutique. Et puis parce que aussi je pense que j'avais besoin de partir, de couper court. Je pense qu'on a tous ce fantasme là, hein, c'est soit devenir millionnaire, et voilà, soit tout couper et vivre dans une cabane avec un chien. Bref, donc c'était un peu un entre-deux. Pour itérer, donc j'ai co-créé une boîte de production qui fait de la fiction et du clip, majoritairement du clip en ce moment. Une direction dont je me suis un petit peu reculé parce que comment dire, c'est très business. C'est un univers, c'est l'univers très parisien. Hein, c'est le monde du cinéma de manière générale est quelque chose de très anxiogène, de très crispant. J'ai toujours visualisé ma vie en passant par cette espèce de grande porte qui était le monde du cinéma. C'est toujours ce que je veux faire, je veux toujours réaliser, c'est toujours ce que je préfère faire le plus au monde. En revanche, c'est un monde qui dépend tellement de plein de choses. Pour produire un clip, pour produire un film, ça prend tellement de temps, ça prend énormément de ressources, c'est un truc qu'on ne peut pas faire tout seul. En fait, on va passer énormément de temps à attendre la réponse d'autres, à attendre des budgets, à essayer d'essayer de faire savoir ce qu'on veut, d'avoir des résultats, à monter une équipe. C'est énormément d'énergie pour parfois pas grand-chose. Et là, je suis dans une espèce de remise en question de peut-être que je me plais plus à faire ce genre de projet ou partir à l'autre bout du monde. Ça nécessite pas énormément de production, on peut le faire à 2 ou 3, et on a une touche beaucoup plus personnelle. Donc j'hésite entre deux types de carrière entre guillemets, mais c'est vrai qu'il y en a une qui me fait rêver, c'est celle effectivement de voyager, de faire du documentaire, de rencontrer des peuples intéressants, voilà. Mais pour répondre à ta question sur le prochain projet, pour moi le plus pertinent, ce serait plutôt de parler de la guerre. Moi ce qui m'intéresse le plus, c'est d'aller voir la guerre. Non seulement parce que, alors je pense notamment à la guerre en Ukraine, parce que moi, pour plusieurs raisons, j'ai un rapprochement particulier avec ce pays-là, et du coup ce conflit m'a beaucoup... comme je l'ai dit, donc j'ai fait l'armée avant, j'étais en réserve, et au moment le 24 février, le 25, le lendemain de l'invasion, la nouvelle invasion, on a reçu un courrier de notre CIRFA, donc notre état-major militaire. Donc moi je suis désengagé depuis quasiment 2 ans, mais un engagement ça se fait sur les 3 ans après la sortie. C'est-à-dire qu'on est toujours mobilisable techniquement après sa sortie. Donc nous, on a reçu un courrier qui nous demandait nos tailles en fait, au cas où. Pas pour y aller, hein, mais pour remplacer les soldats actifs si quelque chose se passait, bref. Mais ça veut dire que cette guerre-là, directement, moi, elle m'impactait moi, mon métier. J'étais en mode, bon, ça veut dire que peut-être que demain, je dois arrêter mon taf et je dois aller, je sais pas, patrouiller je ne sais où, bref. Donc, ouais, je pense que la guerre, c'est quelque chose c'est le pire truc qui existe, et en même temps, c'est un des plus importants au final, à l'échelle de la diplomatie, du monde actuel et tout. Et je pense que ça m'intéresse de le voir par moi-même, d'aller filmer. Alors, il faut faire attention à pas ce que ça devienne un délire morbide, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent aller là-bas pour se donner une légitimité. J'estime avoir suffisamment travaillé sur moi-même pour me rendre compte que c'est pas mon cas. C'est qu'il y a une vraie volonté d'engagement. C'est un truc, c'est difficile d'être
même en filmant, même en faisant un métier de journaliste, même en faisant un métier de filmmaker, de ce que vous voulez, de réalisateur, c'est impossible de rester objectif. En plus, quand il y a des guerres injustes, sur des massacres de peuples, des choses comme ça, moi, c'est pas mon intérêt, j'ai pas du tout envie d'aller là-bas pour filmer de manière objective. De toute façon, ça n'existe pas. Mais c'est que à chaque fois qu'il y a des conflits armés, des choses comme ça, c'est quelque chose qui me prend tellement au trip que j'ai besoin d'y aller, quoi. Je devais y aller en avril 2022 avec Alexis, donc un collègue à moi. On devait aller vers Kharkiv, donc c'était à l'époque où ça pétait encore pas mal. Donc jusqu'à 2 semaines avant le départ, j'y allais. On devait y aller et tout. Au final, ça s'est pas fait au dernier moment. Donc ça a été 1 semaine, 2 semaines avant. Donc moi j'avais tout fait, hein. J'avais acheté mon gilet pare-balles, j'avais acheté mon casque, j'avais mes plaques, voilà. Ça faisait un moment qu'en plus du coup on se met dans une optique de... forcément il y a des doutes qui s'instaurent tout autour de moi. Moi dans ma famille ils n'étaient pas du tout pour. J'avais beaucoup d'amis qui remettaient ça en question en disant que c'est super dangereux, c'est risqué, que je suis fou, voilà. Donc il y a eu un gros clivage autour de ça. Donc la première préparation en dehors du matériel, c'est très déprimant d'aller acheter un gilet pare-balles. C'est-à-dire qu'il y a même un rapport où donc, je suis allé dans un surplus que je connais bien à Montparnasse. Il y avait plusieurs types de plaques balistiques, plusieurs types de casques qui ont tous un prix différent. Et c'est marrant de se dire qu'on se met une limite de prix sur un truc qui théoriquement devrait sauver notre vie. C'est-à-dire que j'ai pris un porte-plaque à 300 balles plutôt qu'un porte-plaque à 500. J'ai pris un casque à 500 balles plutôt qu'un casque à 700. Et c'est con parce que si mon casque me sert vraiment, autant prendre le meilleur. Enfin bref, c'est quelque chose qui est assez déprimant, ce qui veut dire qu'on vit dans une... Sans romantiser ça, hein, mais je pense que pendant à peu près un mois, je vivais dans une espèce d'angoisse où j'avais l'impression que ma vie se terminait. C'est-à-dire que je devais faire une rétrospective en me disant ok, si là, en partant sur ce voyage-là, il m'arrivait quelque chose, est-ce que je serais satisfait de ma carrière, de ce que j'ai pu faire, voilà. Bon. C'est peut-être un petit peu défaitiste comme discours, mais en même temps, il faut se préparer à cette éventualité. Je pense que si on décide d'aller dans une zone de guerre, c'est très important de savoir ce qu'on est sur le point de risquer. C'est-à-dire que si on a peur de la mort, si on a peur de l'affronter, si on a peur de la voir, je pense pas que ce soit un bon endroit. Voilà, je pense qu'on va se mettre à paniquer. Moi, c'était une volonté de ma part. J'ai demandé à aller là-bas. Payer ou pas payer, peu importe. C'était juste le besoin de vivre ça et de participer un petit peu à tous ces trucs-là. Ne serait-ce que de filer des clopes à des mecs de la défense territoriale ukrainienne, ça me faisait marrer, quoi. Donc, moi j'ai beaucoup lu sur le sujet. J'ai rencontré notamment une personne qui est un petit peu, vous avez dû en entendre parler, mais qui s'appelle Edouard Elias, qui est un ex-otage de l'État islamique qui a été capturé en 2013. Une personne qu'on a du coup interviewé aussi pour un job. Voilà. On a énormément parlé sur... donc lui, c'est un photographe reporter de guerre. Il a fait absolument tous les conflits imaginables depuis les années 2010. Donc il a fait 11 mois en étant otage à l'État islamique. Il a été en Centrafrique. Il a accompagné les forces spéciales partout en Afrique. Bref. Et il a vécu des trucs de ouf, hein. Et en échangeant, du coup, on se rend compte que parfois la bonne solution, c'est pas de trop y réfléchir, en fait. C'est pas de imaginer l'éventualité, c'est juste de faire, de débrancher un petit peu son cerveau tout en restant intelligent, de se préparer, de simplement connaître les bons gestes, les premiers secours, savoir garder son sang-froid. Mais on peut pas se préparer à ça. Et je pense pas qu'on puisse se dire je suis prêt à mourir, parce que c'est pas vrai. Il faut juste le faire, et puis si ça arrive, malheureusement, c'est pas nous qui risquons de souffrir le plus, c'est nos proches, quoi. Mais moi, en tout cas, personnellement, c'est pas quelque chose qui me fait peur, et c'est pour ça que je demande qu'une chose, c'est d'aller là-bas en Ukraine, parce que je sais que c'est quelque chose, je dis pas que c'est quelque chose qu'il faut vivre, mais c'est quelque chose que j'ai envie de vivre parce que c'est tellement lourd, c'est tellement puissant et c'est tellement omniprésent dans notre société qu'au bout d'un moment, il faut faire notre part là-dessus, quoi. Pour prendre cet exemple-là, ça a été la guerre je pense, la plus médiatisée de l'histoire. Une médiatisation d'un conflit de manière générale, ça n'a de valeur que si elle est consistante, jusqu'à ce que le conflit se termine. C'est-à-dire que moi, beaucoup de personnes autour de moi m'ont dit non mais qu'est-ce que tu peux aller filmer là-bas qui n'a pas déjà été filmé? Le souci, c'est qu'en fait, la guerre elle dure depuis maintenant, ça fait quasiment plus d'1 an, même beaucoup plus longtemps si on prend la première invasion du Donbass et de la Crimée. L'attention des gens, elle s'estompe au fur et à mesure du temps. Si on arrête de ramener des images, si on arrête de montrer ce qui se passe, l'attention elle part. Et je parle pas que pour l'Ukraine, hein, je parle pour plein de choses, hein. Je parle c'est un conflit, mais du conflit israélo-palestinien, c'est quelque chose où, je prends l'exemple de drame humanitaire où si la couverture de médias s'arrête, l'attention des gens elle est plus portée vers ça, elle est portée vers autre chose. Et en fait, les gens qui continuent de mourir, ils meurent pour rien. Alors je pense que qu'on regarde ou qu'on regarde pas, les gens meurent quand même pour rien.
Mais voilà, donc je pense que c'est un truc, chacun fait son travail, c'est-à-dire qu'il y a les premiers journalistes qui sont partis au début du conflit en Ukraine, qui vont laisser leur place à d'autres, puis à d'autres, c'est une vague en fait, c'est comme une guerre en quelque sorte, une guerre, on n'envoie pas tous les soldats dès le début de l'invasion. Les Russes l'ont fait, ça s'est pas bien passé. Il faut garder une force constante, parce que sinon on perd la guerre. Là c'est exactement ça, je pense que c'est, tant que le conflit dure, il faut qu'il y ait une couverture médiatique, parce qu'il n'y a que comme ça qu'il y aura un réel changement. Surtout dans une guerre où c'est un pays qui dépend des aides d'armement humanitaire des autres pays. S'il n'y a plus de couverture médiatique, il n'y aura plus d'aide. Et s'il n'y a plus d'aide, c'est la fin pour ce pays, quoi. Donc oui, je pense qu'au bout d'un moment, et même si la guerre continue de durer 5-6 ans, je pense que les gens doivent continuer d'y aller, même si bien sûr la guerre en Ukraine, c'est pas du tout le seul conflit. Je parlais tout à l'heure de la guerre au Tigré qui est absolument meurtrier, quasiment 2 millions de morts en 3 ans, c'est terrible. Mais bon, c'est plus difficile d'y avoir accès. Alors dans une démarche beaucoup moins extravagante et aventureuse, ouais, avec un très bon ami qui s'appelle Nathan, qui est un réalisateur de clips avec qui j'étais au lycée. On est très très proches au lycée, on a toujours cette vocation de travailler et réaliser ensemble, de créer une structure, quelque chose. Et tout au long de nos petits tournages qu'on faisait au lycée, on rencontrait des personnes comme si on les castait dans notre tête en se demandant est-ce que cette personne-là, on aimerait bien travailler avec toute notre vie. Et quand c'était oui, on incorporait cette personne à notre boîte de production, ce qui était à la base, qui n'existait pas, hein, c'était juste c'était un imaginaire, c'était quelque chose qui s'appelait donc Avalanche, une avalanche sans le deuxième A. Et petit à petit, ça s'est concrétisé, donc on a commencé à travailler sur des clips intéressants, on a pu clipper des personnes, des rappeurs comme Slimka, Kalash Criminel, Dossé, voilà, des trucs où petit à petit ça a apporté une pertinence. Et on s'est dit, putain, en fait, ça commence à payer. Et on avait 19 ans. Et qu'on nous confie des budgets, qu'on nous confie de la confiance d'artistes connus, entre guillemets, c'était chouette. Il y a un moment donné où il y a eu la consécration, on a fait une pub Adidas avec Dinos. Et il y avait toute la bande tout ce groupe-là. Et ça a été un vrai gros projet, un truc qui a propulsé. Personnellement, moi, l'attrait de ce truc-là, c'était le fait de travailler le plus possible, en fait, même à perte, hein, on s'est pas versé de salaire pendant peut-être 2 ans, mais c'est ce qui nous permettait de tout reverser dans la production, d'essayer de faire des clips le plus haut budget, alors qu'on n'avait quand même pas des budgets très hauts. Et alors, il y avait forcément un côté business, mais ce qui nous intéressait, c'est à terme d'avoir un modèle financier périn où tous les mois, on pouvait avoir des tournages, l'argent rentrait et tout. Et aussi de pouvoir s'exprimer artistiquement, faire des trucs de fou, quoi. Même si moi, personnellement, le monde du clip, c'était pas ce qui me branchait le plus possible, mais je savais que c'était un passage naturel, de toute façon. Il fallait traverser ça pour pouvoir, donc à terme, faire moi, ce qui me fait le plus vibrer, mais c'est la fiction, quoi. Mais la fiction, ça prend tellement de temps à produire qu'on est obligé de faire autre chose à côté, quoi. Pour une structure qui n'a pas vraiment de bureau ou d'employés à charge, en quelque sorte, on s'en fiche parce qu'il n'y a pas de oui, c'est ça, il n'y a pas de sortie, voilà. En tout cas, c'était pas notre vocation d'avoir un truc où, comme je dis, on était en CDI là-bas. En fait, c'est une structure dormante en quelque sorte, c'est-à-dire que 80% du temps, il ne s'y passe rien, et quand il y a des tournages, hop, on réveille tout et on y va. En revanche, cette question, elle est intéressante vis-à-vis du point de vue personnel, du coup de la carrière, étant donné que moi, par exemple, je suis freelance. Ça revient au même, c'est-à-dire que effectivement, moi, le souci, c'est que j'ai un loyer à payer, j'ai des charges, j'ai un prêt à rembourser, j'ai plein de choses, plein de frais. Donc oui, si l'argent ne rentre pas, c'est très compliqué, surtout qu'en France, alors effectivement, c'est un pays où il y a énormément d'aide, ce qui est très chouette, mais on est dans un pays les plus taxés du monde. Et quand on est jeune travailleur, ça peut parfois, toutes ces charges-là, ça peut être beaucoup, ça peut être, voilà, en plus avec les crises du Covid, en plus avec l'inflation, voilà, ça a toujours été, c'est très compliqué. Donc oui, moi je pense que c'est aussi comme ça qu'on trie. Alors c'est pas une question de talent ou de chance, voilà, si, je pense que c'est beaucoup une question de chance, mais c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une hécatombe. Moi j'ai beaucoup quasiment toutes les personnes de mon école, voilà, n'ont pas réussi à choper le coche, à choper le train pour travailler dans ce milieu-là, parce que ils travaillaient pas tous les jours, parce que aussi ils avaient des loyers, ils n'arrivaient pas à faire rentrer suffisamment d'argent. Moi j'ai eu cette chance. Donc mais ça fait flipper parce que pour avoir un appart, on n'a pas un dossier solide, on n'a pas un CDI, on n'a pas un loyer qui tombe, on n'a pas un salaire régulier, voilà, donc c'est compliqué. Mais c'est aussi ce truc d'aventure, techniquement il y a un truc où chaque euro qu'on gagne, on a l'impression de vraiment le mériter parce que c'est à la suite d'un contrat sur lequel on a passé 2-3 jours,
Donc voilà. Mais bon, moi aujourd'hui, je suis plus ou moins sorti d'affaires, donc je suis content de dire que, bah, en tout cas, j'en vis et c'est suffisant, quoi. Alors, c'est quelque chose d'ambitieux, mais on peut pas tout faire en même temps. C'est ça le problème. Surtout, quand on est freelance, on est habitué à choper des contrats partout et à se faire des contacts dans tous les sens. Et on a envie de tous les garder. Mais au bout d'un moment, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, il va falloir faire un choix. Je pourrais pas me prononcer dans l'immédiat, mais il y a deux choses, hein. Il y a aussi, dans les deux cas, il faut pouvoir en vivre. Mais qu'est-ce qui me stimule le plus artistiquement? Et je sais que pour l'instant, ce qui me stimule le plus, c'est de faire des trucs plus petits, plus restreints, à l'autre bout du monde, qui sont ironiquement plus ambitieux, alors qu'il y a quand même moins de budget. Je me vois bien en vivre de ça, ouais. Des voyages et de voir le monde. Mais ça, c'est dans 5 ans, mais c'est vrai que dans 10 ans, je me vois plus faire du cinéma à part entière, de la fiction. Non pas que les voyages, je les mettrai de côté, mais mon activité principale, normalement, c'est, et ça restera, je pense, le monde de la fiction. Il y a quelque chose qui est très handicapant, et ça n'est pas que pour les étudiants en journalisme, mais ça l'est pour, je pense, tous les métiers qui ont soif d'aventure, peut-être. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui fait très peur, c'est la zone de confort. Parfois, on se rend compte que les moyens nécessaires pour faire un projet de ouf, je pense, bon, moi, le truc du Kyrgyzstan, au final, c'est pas un truc qui a coûté vraiment beaucoup d'argent, hein, ça coûte rien là-bas. Ce qui m'a le plus empêché de partir sur des projets comme ça, c'était ma zone de confort. C'est de me dire que, en fait, c'est simplement d'avoir peur de braver l'inconnu. Alors oui, il peut y avoir des questions financières aussi, mais c'est surtout c'est interne. C'est quelque chose qui est vraiment, ça paraît fou. On l'envisage même pas en fait. Moi, ce genre de voyage, je l'envisageais même pas il y a quelques années parce que ça me paraissait pas naturel, parce que ça fait tellement peur. Je repense à mon ami donc Edouard Elias, ancien otage, qui lui, il est photographe reporter et journaliste du coup. Il a travaillé pour le JDD, pour Le Monde, pour l'AFP, voilà. Ils nous racontaient que son premier vrai projet qu'il a fait, il avait 19 ans, et un jour il s'est dit je vais aller en Turquie. Il allait en Turquie tout simplement, avec ses fonds, ça coûte pas très cher, ça coûtait pas très cher à l'époque, parce que c'est avec la frontière avec la Syrie, et il s'est dit je sais que là-bas il y aura des choses intéressantes à aller filmer, et en tout cas à les photographier. Et peut-être qu'avec de la chance il pourra revendre ses photos, il pourra en faire quelque chose. Mais il savait qu'il avait besoin de cette expérience-là. Mais ça ne lui a rien coûté, hein. C'est quelque chose, ça lui a coûté peut-être 1000, 2000 euros. Et il y allait. Parce qu'à un moment donné, il a été pris d'un boost de confiance et de cran, et il s'est rendu compte qu'il pouvait aller dans un endroit pas très loin de chez lui, pour pas cher, et essayer de ramener du contenu de qualité. Donc je pense que moi c'est ça, c'est attention à la zone de confort. Si l'ambition du journaliste c'est d'aller loin, de voyager, d'aller voir des endroits durs, voilà. S'il ne travaille pas pour une entreprise, déjà un groupe journalistique, voilà, je pense qu'il y a énormément de potentiel partout autour, de reportages personnels, d'images à aller choper, de photos surtout. En plus, c'est très compliqué aujourd'hui je ne vais pas dire de faire des bonnes photos, mais il y a tellement de concurrence. Tu sais qu'en allant dans des endroits compliqués, si c'est ton souhait bien sûr, tu sais que tu peux avoir des photos démentes, que les autres ne seront pas capables de reproduire parce que tout le monde n'a pas le courage d'aller en Turquie, à la frontière avec la Syrie ou je ne sais où. Voilà. Donc, après, est-ce qu'il faut risquer sa vie pour son métier? Je ne sais pas. Moi, mon message, c'est que il y a peut-être que un petit peu. Je pense que rien n'a de sens. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, rien n'a de sens. Et je pense que quand on accepte de prendre un petit peu de risque pour faire son métier, qui est aussi sa passion, je pense qu'à terme, ça peut valoir le coup quand même, quoi. Là, tout de suite, ce que j'ai en tête, c'est l'Ukraine. C'est quelque chose qui me branche le plus. Donc, j'espère que ça va se faire. Et si ça vous intéresse de suivre mes aventures en Ukraine, j'aurai une petite GoPro ici. On va aller à Tchernobyl et je ne sais où. Donc, on va bien s'amuser. En général, on fait 2 contenus. Un contenu pour sa chaîne et un contenu pour la télévision. Donc, c'est 2 pierres 2 coups, quoi.